Quoique, aimant ma famille et mes enfants, je n'aurais pas hésité à être avant tout la mère de mes États et à leur donner la préférence si cela avait été nécessaire. Très chères auditrices et auditeurs, appréciez-vous notre émission? Le statut du mangaka de Eiichiro Oda et le grind de Zoro vous ont-ils plu? Nous l'espérons et ne vous en faites pas, l'exploration de la star mondiale du manga n'est pas finie. One Piece, c'est vaste et riche de sujets. Nous devons même vous avouer que nous avons longtemps hésité entre plusieurs sujets de vidéos pour cette émission. Il faut dire que l'univers de Oda regorge de voix en tout genre. Pour les plus fidèles de l'émission, nous avons déjà consacré un épisode à l'œuvre, la première voix de Vox Populi sur le tristement célèbre Eustache Kid. Nous allons désormais vous proposer une deuxième voix, celle d'un personnage qui a en commun avec Kid, notamment l'appréciation qu'en fait une partie du lectorat. Un personnage qui, pourtant puissant et intéressant, a été l'objet d'humiliation de la part de Oda lui-même. Pour cette fois, il ne sera pas question d'une opprimée et d'une marginale, mais d'une figure d'autorité. Pourquoi? Parce qu'à travers le personnage du jour, nous allons percer à jour les mécanismes du pouvoir et de l'absolutisme politique. Aujourd'hui, nous parlons de la pirate la plus forte des mers, Charlotte Lilin, à savoir Big Mom. Big Mom est un personnage qui est introduit à 3 reprises. Sa première mention est dans le chapitre 432, alors que Luffy et son équipage viennent de libérer Robin et de défaire le CP9, Garp arrive. Ce dernier annonce la couleur. Le monde de la piraterie est dominé par 4 personnages surpuissants que l'on nomme les Yonko. Big Mom en fait partie. Sa deuxième apparition est dans le chapitre 651. Elle n'est pas simplement mentionnée, car elle s'adresse directement à Luffy. Le jeune pirate fait de l'île des hommes-poissons son territoire et annonce à la Yonko la fin de son règne. Enfin, le chapitre 827 finit avec la maîtresse de World Cake Island dans une mise en scène tout droit sortie d'un conte Disney. Il n'est plus question de silhouette ou de simples gestes. Big Mom danse, chante et nous avertit. Luffy au chapeau de paille est en danger. Bien résumé cette triple introduction. Pourtant, je te rappelle que pour nos auditeurs et auditrices, Big Mom est la moins intéressante des Yonko. Il faudra faire plus pour nous la vendre. Ne t'en fais pas, mon cher Daniel, je peux t'assurer qu'après cette vidéo, les gens verront en Big Mom la figure même du despote à craindre. D'ailleurs, présentons-la. Big Mom a des traits disproportionnés et exagérés. Oda est clairement dans le délire du vilain pas beau, associant une apparence du personnage à un caractère de méchant. D'ailleurs, ce physique est en contraste total avec son apparence antérieure, une apparence plus en accord avec les canons de beauté qu'Oda impose dans son œuvre. On peut émettre l'hypothèse que c'est sa soif de pouvoir qui l'aurait enlaidie. Oda a fait le choix de la rendre vilaine quand elle devait remplir son rôle d'antagoniste. Mais passons. Sa personnalité nous révèle un personnage se montrant terrifiant et tyrannique. À cet égard, le manga ne manque pas d'occasion de nous suggérer l'horreur que peut incarner Big Mom. Cette horreur est aussi accentuée par les personnages la côtoyant, faisant tout pour éviter de la mettre en colère. Ainsi, en plus d'être vilaine et tyrannique, Big Mom est aussi puérile et hystérique. C'est une grande enfant. Elle pique des crises de colère qui mettent dans l'embarras tout son équipage. Équipage qui assure la stabilité de l'empire de Big Mom. Le fait de la rendre folle est même le plan mis en place par le supernova Bege pour s'en débarrasser plus facilement. N'oublions pas son pouvoir de l'âme terrifiant, mais aussi pratique pour expliquer ce monde dansant et chantant. Et bien sûr, aussi son amour abusif pour toute forme de nourriture sucrée. Une véritable gloutonne, qui explique une partie de son nom de pirate. Nous pouvons aussi nous arrêter sur le fait que le seul personnage féminin avec autant de pouvoir politique dans l'œuvre soit présenté comme incapable de gérer le pouvoir sans le soutien de ses fils. C'est quand même critiquable au regard des 3 autres empereurs qui semblent plus aptes à diriger et à se contenir. Mais passons. Elle possède pourtant des traits moins négatifs. Son rêve est quand même de créer un territoire dans lequel toutes les races du monde sont acceptées. Un rêve qui fait sens, car un empire n'est autre qu'un immense territoire dans lequel tous les peuples vivent sous la tutelle d'une autorité. Avec Big Mom, Oda a encore fait preuve de brio. Qu'on soit clair, sa capacité à mentionner un personnage dans l'ombre pour ne le montrer réellement que des années plus tard fait partie des points forts de l'auteur. Une fois révélé, il parvient sur ses planches à la rendre menaçante.
Je sais que Whole Cake Island est un arc au rythme étrange, mais rappelez-vous les frissons et les inquiétudes d'être présent sur le territoire de Big Mom. Via son pouvoir et sa famille, elle voyait et prévoyait tout. Les protagonistes devaient rester cachés et éviter l'affrontement direct avec elle, malgré la volonté de Luffy d'en découdre. Tout ça pour qu'on s'en moque. Parce que oui, Big Mom est la mal-aimée des empereurs. L'arc suivant, Wano, a détruit la crédibilité du personnage. Perte de la mémoire, manipulé par Chopper, agressé par la moto de Franky et incapable de battre Kid. Oui, c'est une humiliation pour les fans. Les gens ont tendance à voir en Big Mom la plus faible des quatre. Certains vont même jusqu'à dire que Katakuri peut désormais la remplacer. Il faut dire que la faute revient à Oda sur le coup. Sa fin est d'ailleurs pathétique. Au lieu de disparaître fièrement comme Barbe Blanche ou froidement comme Kaido, on l'entend se plaindre que Roger ne lui ait pas dit où se trouve le One Piece. Le bas blesse, d'autant plus quand on sait que Barbe Blanche a lui-même refusé de le savoir. Et pourtant, Big Mom reste l'un des personnages les plus riches que Oda ait créé. Elle reste l'une des figures du pouvoir absolu que nous ayons vu, bien plus que tous les autres empereurs réunis, même en prenant en compte Barbe Noire. Vous ne me croyez pas ? Alors plongeons-nous dans la sombre histoire de celle qui se nomme Charlotte Linlin. 63 ans avant le début de l'histoire de Luffy, c'est celle de Charlotte qui commence. Âgée de 5 ans, elle est vue comme une anomalie. Ses deux parents, de simples humains, font face à leur fille qui a tous les traits d'une géante. Sa taille, sa force, mais aussi le danger qu'elle représente. Les deux parents décident de l'abandonner à son triste sort. Ils l'amènent à Elbaf, la terre des géants, pensant que là est sa place. Charlotte est laissée sur le rivage, attendant le retour de parents qu'elle ne reverra jamais. Elle est ensuite recueillie par une gentille femme nommée Mother Carmel. Elle gère un orphelinat nommé la Bergerie qui recueille tous les enfants dans le besoin sans distinction de race. L'orphelinat est par ailleurs protégé par les géants. Charlotte se trouve enfin une famille qui l'accepte et l'aime. C'est beau, hein ? C'est mal connaître Oda. Deux drames vont brusquer l'enfance de Charlotte. Le premier se déroule lors d'une période de jeûne de 12 jours. Charlotte ne tient que 7 jours et, succombant à la faim, détruit une partie du village des géants. Dans son excès de rage, elle tue même Yorl, le doyen des géants. Carmel n'a pas le choix de bannir tous les orphelins pour assurer la protection de Charlotte. Le deuxième drame intervient le jour de l'anniversaire de celle-ci. Les orphelins lui offrent un immense gâteau sur lequel elle s'empresse. Elle dévore tout, le gâteau, la table et les enfants. Après son festin, Big Mom reprend ses esprits et se retrouve seule une nouvelle fois. Elle pense avoir été abandonnée par la bergerie. Waouh, c'est curieusement tragique comme histoire. Charlotte pense donc jusqu'à maintenant qu'elle a été tout simplement abandonnée une deuxième fois. C'est bien le cas. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a deux témoins à ce drame. Un géant qui va tout raconter au village, renforçant l'image négative de la future pirate. Le deuxième est un pirate du nom de Strausen qui en profitera pour la manipuler et faire d'elle une pirate. Je vois. Donc son rêve de créer un lieu accueillant toutes les races a pour origine la bergerie. Cette histoire présente Charlotte comme une figure plus nuancée qu'il n'y paraît. Il s'agit d'une histoire d'abandon et de préjugés comme aime le faire Oda. Mais aussi d'esclavage. Mother Carmel joue double jeu. Sa terre d'accueil ne lui sert que d'espace de stockage pour vendre des esclaves aux plus offrants. Mais avançons. Charlotte crée très rapidement son équipage. C'est à partir de ses 18 ans qu'elle commence à multiplier les mariages et les naissances. Ces deux aspects sont à la base de l'empire naissant pour celle qu'on commence alors à nommer Big Mom. Pourtant, une partie de sa vie sera concernée par les Rocks. Cet équipage de pirates légendaires et sanguinaires n'a que faire de l'harmonie entre les espèces. Cela n'empêche pas Big Mom de suivre le capitaine, toujours mystérieux, Rox dit Xebec. Big Mom fait la rencontre de ses futurs rivaux, Barbe Blanche et Kaido. Ce dernier d'ailleurs sera pris sous l'aile de la pirate. À la suite de l'incident de God Valley, Big Mom décide de reprendre son rêve de départ. C'est à ce moment-là qu'elle crée Whole Cake Island, sa capitale impériale. En apparence, tous les êtres vivants y sont les bienvenus. On y présente une île où les gens sourient, sont entourés et rassasiés en nourriture. La force militaire de Big Mom les protège. Les drames de l'enfance de la Yonko sont bannis de cette île. Toutefois, derrière les apparences, se cache un système politique autoritaire, voire despotique. Les habitants doivent apprendre à gérer les crises d'hystérie de l'impératrice. La survie est de mise avec une telle protection. Cependant, le despotisme ne s'arrête pas à cela. Les habitants doivent aussi payer un impôt.
Tous les ans, ils doivent donner 2 années de leur espérance de vie. Grâce à cet impôt, Big Mom peut donner vie à de nombreux objets et renforcer sa force militaire. Elle draine littéralement la force vitale des habitants de son empire pour renforcer sa propre puissance. Métaphore intéressante de l'usage historique des impôts. Il faut savoir que les premiers royaumes européens, comme la France dès le XIIIe siècle, se sont renforcés en imposant à la population des sommes à payer. Ces fameux impôts servent à créer une armée, composée de soldats qui, à la différence de mercenaires ou de seigneurs, sont fidélisés par un salaire régulier. Oh, tu as réalisé par toi-même la comparaison historique. Je suis impressionné. Mais gardons cela pour la suite. À la différence d'un Kaido ou d'un Barbe Blanche, Big Mom agrandit son territoire à coups de mariage et de naissance. Elle crée ce que nous appelons des alliances matrimoniales. C'est grâce à cela qu'elle se fait reine de nombreux peuples. C'est à cette méthode d'expansion que son équipage, dirigé par ses enfants, présente autant de diversité. Même à l'heure actuelle, Big Mom est originale en ce sens. À l'image de sa mère, Mother Carmel, elle se présente comme une figure protectrice et bienveillante. Ironie du sort, elle cache un visage tout aussi sombre que sa défunte mère. Bon, elle connaît encore quelques échecs. Le mariage arrangé de sa fille Lola avec Loki, le prince des géants, est l'un des grands actes manqués de sa vie. Lola, la fille, a préféré vivre sa vie plutôt que celle imposée par sa mère. Une nouvelle fois, elle se met à dos les géants. Big Mom convoite la force de ces derniers. Selon elle, si les géants sont de son côté, elle pourrait mettre en déroute le gouvernement mondial et tous les pirates qui la défient. Pourtant, elle n'y parvient pas, même avec l'aide du scientifique César et de ses expériences sur la géantification. Le reste de l'histoire, vous la connaissez. Elle, qui rêvait d'être la pirate la plus puissante et influente des mers, sera défaite par la nouvelle génération. À Wano, aux côtés de son allié, Kaido, elle tombera des coups de Kid, le GOAT, et Lao. Une fin assez pathétique, au point que pas mal de lecteurs mésestiment sa force. Rappelons quelques points. À l'âge de 6 ans, elle arrive à battre par sa seule force brute un héros des géants. À 68 ans, seule une attaque du fruit éveillé de l'eau lui fait ressentir la douleur. Et quand Kaido l'affronte à Onigashima, aucun vainqueur ne ressent. Imaginez Engano ne pouvant vaincre une grand-mère. Un juste rappel des événements, mon cher Daniel. Passons à la suite. Il est temps de remonter le temps. Il est vrai que tu nous as pas encore fait le coup de l'historien cette fois-ci. Sois bien attentif, et vous aussi, auditeurs et auditrices. Nous nous apprêtons à parler de piraterie, de contes, mais surtout de régime politique et d'organisation du pouvoir. Soyez sûr que Big Mom n'a rien à envier à ce cher Margoulox. Comme il est plaisant de voyager. Où sommes-nous, Nébuin? Auditeurs et auditrices, bienvenue à Vienne, capitale impériale, le 1er novembre 1759. Alors, que devons-nous voir? Allons en direction de ce château là-bas. En attendant, parlons un peu de Oda. Savez-vous quelle est la grande force de ce mangaka? Les combats, depuis l'ellipse, mal rythmés. Les résolutions d'intrigue, trop exagérées. Le power scaling, sérieusement. Le découpage du manga, bon, je pense qu'on commence à toucher plutôt aux points faibles. Je pense que les gens lui attribuent des points forts réels, mais qui ne sont pas l'essence du monsieur. Sa force alors? L'univers qu'il a construit, riche en inspiration. Oda, c'est un touche-à-tout. On y retrouve de nombreuses cultures, de la géographie, mais aussi de nombreuses périodes de l'histoire. Oda s'y connaît en histoire de la piraterie du XVIIIe siècle. Cependant, ce n'est pas seulement l'âge d'or des pirates qui structure son récit. Les grandes découvertes du XVe siècle, l'histoire des esclavages, l'ère Meiji de la fin du XIXe siècle, et j'en passe. De cette force, Oda en tire des personnages riches d'histoire et de sens. Big Mom en fait partie. Commençons par le plus évident. Son nom, Charlotte, a 2 origines. La première renvoie à son adoration pour les pâtisseries sucrées. Dessert plein de fraîcheur et de fruits, on y trouve diverses recettes. Ce dessert a donné le nom à d'autres personnages de la pop culture comme Charlotte aux fraises. La deuxième origine, on la doit à l'histoire. Comme de nombreux pirates de One Piece, Big Mom doit son nom à une pirate, Charlotte de Berry. C'est une femme qui s'est travestie en homme afin de prendre la mer et suivre son amour. Quand ce dernier est injustement condamné, Charlotte quitte le navire pour travailler dans les docks. Elle se fait kidnapper par un capitaine de navire marchand qui la force à l'épouser. Bien entendu, elle se révolte et incite les membres de l'équipage à se mutiner. C'est le début de sa vie de pirate. Après des années de piraterie, elle tombe de nouveau amoureuse. Cette histoire d'amour est néanmoins mise à mal par un naufrage
forçant son équipage à pratiquer le cannibalisme. Comme par hasard, pour celles et ceux qui nous suivent, vous retrouvez des éléments que nous avons mentionnés dans notre vidéo sur le plus pirate des pirates, Eustache Kid. Allez la voir et la revoir. Pour cette inspiration, il ne faut pas voir que le nom, mais aussi le cannibalisme. N'oublions pas que Big Mom, dans son enfance, en a été instigatrice malgré elle. Mais là, on ne touche que la partie émergée de l'iceberg. Ce qui définit Big Mom, ce sont les inspirations européennes. Restons encore sur l'évidence. Ses armes, Napoléon, Prométhéeus et Zeus. Le premier est un visage bien trop connu de l'histoire française. Prométhéeus et Zeus renvoient à la mythologie grecque. Prenez le temps d'apprécier l'effort de Oda pour associer son personnage à des figures d'autorité de l'histoire et de la mythologie du continent européen. Par ailleurs, quand vous observez les attributs du pouvoir des monarques européens, on retrouve le soleil, Prométhéeus, et l'épée, Napoléon. Big Mom est presque une caricature de portrait de grands monarques, comme on peut en retrouver pour Louis XIV. Si nous creusons davantage, nous tombons sur un conte européen. L'inspiration est connue. Big Mom et tout son empire ne seraient rien d'autre qu'une nouvelle version du royaume de cœur dans Alice au pays des merveilles. Charlotte Linlin a tout repris de la reine de cœur. Son physique enrobé, sa soif de pouvoir, son hystérie. Au lieu de prendre ton espérance de vie, la reine de cœur crie. Le roi est effacé par rapport à sa femme. On y retrouve des objets animés. La porte qui parle par exemple. On y retrouve la flore vivante et colorée. Mais aussi le fameux lapin, même si nous comptons plutôt carotte pour le coup. Les soldats de cartes, sauf que là, ils sont des pions. Bref, Whole Cake Island, c'est un monde Disney. Je vois aussi pas mal de références aux contes de l'Europe de l'Est comme Hansel et Gretel ainsi que la Baba Yaga. Je comprends mieux pourquoi Oda l'a mise en scène dans une chanson, comme si elle était un peu une princesse Disney. Tout l'arc est inspiré de contes. Certains objets animés par les pouvoirs de Big Mom sortent de La Belle et la Bête aussi. Cependant, ce n'est pas notre sujet principal. Bon, rentrons discrètement dans le château Daniel. Il nous faut rencontrer notre star de l'émission. Nébéant, peux-tu me dire ce que nous faisons dans ce château? Chut! Auditeurs et auditrices, vous pouvez admirer, ou non, la véritable Big Mom de l'histoire de l'humanité. Celle dont je suis convaincu s'est inspiré Oda pour créer son personnage. Marie-Thérèse d'Autriche. Die Erzherzogin zu Österreich heißt Eure Eminenz willkommen in... Ach, bringen wir es hinter uns. Um 4 wird gespeist. Alors je pense qu'il va falloir nous expliquer qui est cette dame. Ne t'en fais pas. Mais avant, résumons ce que nous savons de Big Mom. Big Mom est originale pour One Piece. Une enfant abandonnée par ses parents du fait de son physique délirant, elle devient une femme de pouvoir. Elle est à la tête d'un immense empire dans lequel vivent, presque, tous les peuples de l'univers de One Piece. C'est aussi une mère de famille. Elle a fondé sa dynastie à coups de mariage et de naissance, nous l'avons déjà dit. Ses enfants lui servent de généraux. Et des enfants, elle en a énormément. Eh bien, dites-vous qu'Oda n'a pas sorti ce portrait de nulle part. Marie-Thérèse est une impératrice du XVIIIe siècle. Elle est issue de la dynastie la plus durable d'Europe, les Habsbourg. Arrivée sur le trône à ses 23 ans, Marie-Thérèse se retrouve à la tête du Saint-Empire romain germanique. Un empire immense, mais sur lequel l'empereur n'a pas énormément d'autorité. De plus, elle arrive dans une situation politique et économique inconfortable. De nombreux royaumes veulent leur indépendance, les caisses de l'État sont vides et il n'y a pas d'armée. D'ailleurs, son principal problème, c'est que c'est une femme. Jolie et inexpérimentée en politique. Pour les monarques européens, elle est donc une proie facile. Alors, dis-toi mon cher Daniel, elle deviendra une experte du pouvoir avec des réformes et des mariages. Dressons le parallèle avec Big Mom. Les deux personnages ont un physique similaire. La Habsbourg doit son physique très enveloppé à ses distractions, jeux, opéra et surtout à son appétit. Comme Big Mom, elle connaît un changement de physique qui en étonne ses contemporains. Comme Big Mom, les amateurs d'histoire se plaisent à se rappeler d'elle comme une reine-mère qui a eu de nombreux enfants, 16 fois enceinte, comme Big Mom. Elle règne sur de nombreux peuples, aux cultures, langues et traditions diverses. Comme Big Mom, elle marie ses enfants à d'autres rois et reines pour forger des alliances. Les mariages lui servent d'arme politique pour asseoir son autorité
et étendre son empire. Et oui, comme Big Mom. Hormis ses alliances matrimoniales, nous pouvons citer Marie-Antoinette. Oui, la reine de France durant la Révolution française. Celle-là même qui avait une haine pour la Révolution et les mouvements populaires. C'est une fille de Marie-Thérèse, éduquée dans l'optique de se marier au futur Louis XVI. Au vu de la popularité de Marie-Antoinette dans les productions japonaises, il est évident que d'en a entendu parler. Bien entendu, nous sommes au XVIIIe siècle. Une période durant laquelle les souverains dirigent bien souvent au nom de ce fameux droit divin. Le Saint-Empire romain germanique est un empire catholique, dans lequel aucune minorité religieuse ne peut être tolérée. Le souverain possède un pouvoir absolu, c'est-à-dire qu'il concentre entre ses mains la totalité des pouvoirs de décision. L'impôt pèse sur les différents peuples, notamment les masses de paysans et les artisans des villes. Tout appartient au roi. Cette idée est bien résumée par le monarque absolu par définition, Louis XIV. Tous ceux qui se trouvent dans l'étendue de nos États, de quelque nature que ce soit, nous appartient. La tyrannie de Big Mom est une réinterprétation de ce pouvoir absolu. Son utopie, impériale mais faussée, est une relecture de ce que fut le Saint-Empire romain germanique de Marie-Thérèse. Pensez-y, quelle différence existe-t-il entre la Big Mom qui vous demande de choisir entre partir ou de perdre une partie de votre vie et une Marie-Thérèse qui vous impose le choix de la conversion religieuse ou le départ forcé. Ce qui fut le cas pour 1000 familles protestantes d'Autriche entre 1752 et 1757. La différence n'étant bien sûr que les pouvoirs magiques. Alors tu parles de monarchie absolue, mais le terme est mis en cause par les historiens. Enfin, les outils détenus par les monarques européens ne leur permettaient pas une domination absolue sur les peuples. Il est vrai, mon cher Daniel, mais nous gardons cela pour une prochaine émission. Dès lors, rentrons à la maison. Fascinant voyage. Que ce soit l'empire de Big Mom ou celui de Marie-Thérèse, j'y vois des ressemblances très nettes avec l'état de Margoulox. Derrière la façade d'harmonie se cache un état qui se veut absolu, mettant à genoux les mouvements populaires pouvant lui faire face. Marie-Thérèse mourut en voyant son empire intact. Big Mom est laissée pour morte, son empire étant fragilisé. Pour Margoulox, seule une révolution dirigée par les prolétaires pourra le mettre en déroute. Sur ce, auditeurs et auditrices, merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration. Et n'oubliez pas que, comme pour Big Mom, derrière chaque histoire, l'histoire réside. Daniel, je dois m'en aller. Si par malheur je ne reviens pas dans une semaine, tape ce numéro sur ton téléphone. Eh mais, attendez Buon. Ah. Merde, mon salaire, putain.